Le 16 décembre 2017, des images de l'US Navy créent la sidération parmi la population américaine. Jusque-là classées secret défense, 3 vidéos d'objets volants non identifiés filmés par des F-18 sont révélées au public. Elles seront authentifiées par le Pentagone en avril 2020. La première vidéo remonte à novembre 2004. Elle est filmée par une patrouille à proximité du porte-avions américain Nimitz. Sur ces images, un objet en forme de gélule effectue des manœuvres qui défient les lois de la physique. Ce sont les radars du navire de guerre USS Princeton qui confirment la présence de plusieurs objets ce jour-là. Une patrouille de F-18 est immédiatement envoyée sur place et filme l'un de ces objets volants non identifiés. Dans le jargon militaire et scientifique, on les appelle PAN, pour phénomènes aérospatiaux non identifiés. Dans le même temps, le très sérieux New York Times révèle l'existence d'un programme secret. Tonight, CNN has learned the Pentagon had a secretive program to research UFOs like the one Fravor spotted. The project was called the Advanced Aviation Threat Identification Program, run by an official named Luis Elizondo. Tens of millions of dollars for the project were pushed through by former Senate Majority Leader Harry Reid. I was the leader of the Senate at the time, and I went and talked to Senator Inouye from Hawaii, Senator Stevens from Alaska. They were the 2 leading members of the Appropriations Committee that determined where money would be spent for defense. They also controlled what is called the dark money, the black money, that didn't show up anyplace. It was secretive, it was classified. And so I asked them to meet in a secure room in the United States Capitol. And I said, gave them a little bit of background. I said, I want to spend some money trying to figure out what the hell is this all about. Ces révélations sont reprises par tous les médias américains. La divulgation de l'existence d'un programme secret à 22 millions de dollars pour étudier les ovnis est prise très au sérieux. Alain Juillet est l'ancien directeur des renseignements des services secrets français, la DGSE. Le fait que ce soit un sénateur américain qui ait demandé, qui ait insisté pour qu'il y ait cette enquête, montre quand même que ça correspond à une vraie problématique. Néanmoins, les Américains, quand ils ont décidé, à la demande du sénateur de faire l'enquête, l'ont faite parce qu'il y avait déjà eu un certain nombre de problèmes sur lesquels les pilotes américains en particulier s'étaient interrogés, je dirais, les pilotes et les autres, en voyant les images de ce qu'ils avaient pu regarder. Aux États-Unis, l'affaire fait grand bruit. Et David Fravor, pilote d'un des F-18 présent lors de l'affaire du Nimitz, témoigne sur CNN à une heure de grande écoute. Well, the first thing is it had no wings, so you think, okay, it's a helicopter. Well, there's no rotor wash in the water, there's no rotors. This was extremely abrupt, like a ping pong ball bouncing off a wall. It would hit and go the other way and change directions at will. And then the ability to hover over the water and then start a vertical climb from basically 0 up towards about 12,000 feet and then accelerate in less than 2 seconds and disappear is something I had never seen in my life. I believe, as do the other folks that were on the flight, that when we visually saw it, that it was something not from this world. Pour les experts, ce témoignage est hallucinant et légitime les vidéos. Jusqu'ici, les militaires se gardaient bien de donner leur avis. Quelque chose venait de changer aux États-Unis. The United States military has said, okay, there's no need trying to keep all this secret. So pilots can report these phenomenon without fear of not being promoted. They can report these to their superiors. They couldn't do that before. Mais les Américains ne sont pas les seuls à étudier le sujet de façon sérieuse. À travers le monde, de nombreux pays ont créé des organismes ou des programmes de recherche sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. En France, la commission Sigma 2 examine les cas les plus crédibles comme celui de l'affaire Nimitz. Donc on a essayé de reconstituer ce qui a été observé lors des exercices navals qui se déroulaient entre le Nimitz, Princeton, etc. Du 10 au 13 novembre 2004, un certain nombre d'observations répétitives d'échos radars, 8 à 20, observés au-dessus des îles Catalina, sur une trajectoire sud, à 80 000 pieds et à peu près 100 nœuds.
Donc 100 nœuds, c'est une vitesse qui est extrêmement basse pour un avion et qui plus est à des altitudes de ce niveau. Créé en 2013, Sigma 2 est constitué de pilotes de chasse, d'ingénieurs, de militaires et même d'astronautes, dont le français Jean-François Clairvoy. Pierre Bescon, lui, est l'ancien directeur du site de Kourou en Guyane, où sont lancées les fameuses fusées Ariane. Je ne suis pas du tout d'accord avec certains scientifiques, par exemple, qui disent « oh, bon, tout ça c'est des bêtises ». Non, si on fait des observations qui sont avérées avec des gens qui ont l'habitude d'observer, comme les pilotes par exemple de chasse, qui voient des choses et c'est pas n'importe quoi ce qu'ils ont vu, si on ne comprend pas, on range l'information sur une étagère en attendant d'avoir une compréhension scientifique un peu meilleure de certains phénomènes physiques, en attendant de pouvoir travailler correctement sur le sujet. Mais on ne dit pas c'est des bêtises. De mon point de vue, ça n'a pas de sens. Quand on dit faut-il croire aux ovnis, aux phénomènes aérospatiaux identifiés, le sujet n'est pas là. Il y a des recherches qui se font sur le sujet. ECHO, donc, qui sont répartis de façon uniforme au nombre de 14 sur une distance d'à peu près 100 miles, avec des altitudes variant de 28 000 pieds jusqu'à 500 pieds. Et ces informations donc, sont corrélées entre les différents radars. Sigma 2 travaille en étroite collaboration avec le très officiel Centre national des études spatiales français, le CNES, et plus précisément l'une de ses branches, le GEPAN, groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Depuis plus de 40 ans, il tente d'élucider l'origine de certains ovnis. Le GEPAN est à charge de collecter, d'analyser et d'informer par rapport à des observations qui ont été faites par des témoins sur le sol français. C'est d'ailleurs l'un de ces événements en France, très proche des cas révélés par l'US Navy, qui est à l'origine de la création du GEPAN. Un ancien directeur du groupe, Jean-Jacques Velasco, qui fut en poste pendant 21 ans, aujourd'hui expert indépendant, se souvient d'ailleurs qu'une affaire non élucidée est à l'origine de la création de l'organisme. En France, en 1951, un cas a sollicité en fait, l'intervention de l'armée de l'air. Des pilotes qui étaient en patrouille ont observé au-dessus de la région d'Orange un objet qui se déplaçait à une vitesse qui correspondait à la vitesse de l'avion. Quand ils ont voulu le rejoindre pour faire l'interception, l'objet en fait, a calqué sa vitesse sur celle des avions et à un moment donné, il a accéléré de façon considérable. À partir de ce moment-là, un rapport a été fait à l'état-major de l'armée de l'air, c'est remonté même jusqu'au ministre, et on a commencé à prendre en compte très au sérieux ces observations. Et là, des recommandations étaient faites pour créer en France un organisme qui permettait de collecter et d'analyser ces données. Et c'est ainsi que Claude Poher, qui était un ufologue, mais en même temps astronome, et qui travaillait au CNES, a été chargé de créer le GEPAN. Je trouve que c'est le courage du CNES, à une époque, d'avoir dit eh ben, on va répondre à cette interrogation-là, et donc on crée le GEPAN. Et ça, c'était très courageux, parce que précisément, c'est une approche qui est scientifique. Il y a des phénomènes observés qu'on ne comprend pas. Eh ben, on va interroger les gens qui observent les choses, et puis on va regarder si on peut étudier cette question-là, on va regarder si on peut répondre à cette préoccupation. Ça, c'est une démarche scientifique. Donc la première patrouille, en fait, est envoyée à peu près 60 miles du Nimitz. Il y a l'observation d'une trace d'écume au niveau de l'eau. L'un des F-18 donc, va engager une manœuvre de descente rapide au contact de cette zone d'écume. Et donc l'objet décrit comme un grand tic-tac va changer de position et va grimper. Donc voilà, il y a une manœuvre qui pourrait sembler intelligente. Bon, suite des opérations, ce n'est que la troisième vague de F-18 qui, elle, est équipée de caméras infrarouges, qui va rallier le point, qui va en faire ces fameux enregistrements. Voilà. Et derrière les images, ce sont surtout les commentaires stupéfaits des pilotes de l'US Navy qui interpellent. That's not our LNS though, is it? It's not. That is an LNS, man. Well, if there's like a thing, it's rotating.
Là, on est dans quelque chose, c'est indiscutable, si vous voulez. Il y a le pilote qui l'a vu, il y a les caméras qui ont filmé, il y a le tour de contrôle qui a identifié aussi, mais il y a plein de choses. Là, il y a un problème. Un certain nombre de cas montrent à l'évidence qu'il y a une interaction vis-à-vis notamment des avions. Et ça, c'est tout à fait démontré. Quand vous prenez le nombre de cas aéronautiques à l'échelle mondiale, de cas officiellement recensés, vous êtes sur un chiffre de l'ordre de à peu près 2000 cas. Sur les 140 cas qui sont retenus, on a tout à fait les stéréotypes de ce qui est raconté depuis 1947, à savoir des objets qui ont des vitesses qui peuvent aller de 0 jusqu'à des vitesses de 10 000 et 20 000 km/h, enregistrées par les radars, des accélérations absolument phénoménales, des trajectoires qui ne correspondent absolument pas à des trajectoires que pourraient faire des avions, à savoir tourner autour des avions, avoir des trajectoires à la verticale puis brutalement partir à l'horizontale. What I say is this. We originally thought these were confined to the air, but that's not what we know now. There have been very unusual occurrences in the water, in the ocean, not once, but numerous times now. People are reporting strange things happening to ships. Sometimes their communications is terminated. So yes, I think it's extremely important that we do everything we can to find out what this is all about. Périodiquement, le ministère de l'Air, le Pentagone américain et les forces armées américaines s'intéressent aux objets non identifiés parce que régulièrement, il y a des alertes qui les font se poser des questions. Et pour les militaires, c'est très inquiétant parce que lorsque vous êtes militaire, vous avez besoin de savoir ce que vous avez en face. Donc si vous avez quelque chose que vous ne maîtrisez pas, que vous ne comprenez pas, évidemment, il est logique qu'on essaie de comprendre, donc de lancer des commissions d'enquête et d'essayer de savoir ce qui a pu se passer dans les cas qui ont été observés. Et ces inquiétudes ne datent pas d'hier. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités américaines ont lancé plusieurs commissions d'enquête sur ces phénomènes. En particulier, le projet Blue Book, autrefois dirigé par le célèbre astronome Joseph Allen Hynek. Ce scientifique ne croyait pas aux ovnis, mais au bout de plusieurs années d'études, il a fini par douter, et même par valider la réalité de ces phénomènes inexplicables. À cette époque, les forces armées américaines elles-mêmes sont déjà contraintes de communiquer sur ces affaires très spéciales. I am here to discuss the so-called flying saucers. The Air Force interest in this problem has been due to our feeling of an obligation to identify and analyze to the best of our ability anything in the air that may have the possibility of threat or menace to the United States. In pursuit of this obligation, since 1947, we have received and analyzed between 1,000 and 2,000 reports. However, there have been a certain percentage of this volume of reports that have been made by credible observers of relatively incredible things. It is this group of observations that we now are attempting to resolve. C'est aujourd'hui exactement la même préoccupation qui anime les autorités américaines. Rien n'a changé. Elles craignent pour la sécurité intérieure. Elles doivent protéger les populations d'une attaque potentielle. Comme dans les années 50, cette interrogation a motivé l'analyse des images filmées par l'US Navy ces dernières années. C'est même la raison d'être du fameux programme ATIP. There are scores and scores of occurrences that are reported. And not only that, our technology has gotten much better on airplanes, and they can take pictures of these things. And we've got some stunningly good pictures of them. Are they a threat? I don't know, but I do know that we can't turn our heads and pretend they don't exist, because they do exist.
Après la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de gens ont pensé, les Américains pensaient que les Russes étaient derrière les objets volants non identifiés en disant eh bien, si les Russes ont trouvé de nouvelles technologies et les utilisent pour nous espionner. Si c'était un pays, un des pays qu'on cite, les grands pays, si vous voulez, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie ou la Chine, depuis le temps qu'il y a eu des incidents, on aurait eu une fuite quelque part qui aurait dit oui, ça correspond à ça. Or, il n'y a eu absolument aucune information qui est sortie là-dessus, confirmant ou infirmant d'ailleurs que c'était des Russes, des Américains ou des Chinois. Donc moi, je n'y crois pas. Je pense que c'est autre chose. Autre chose, mais quoi? Si les instances au placé se posent des questions, des civils aussi cherchent. C'est justement la vocation du MUFON. Ce réseau de scientifiques et d'ingénieurs collecte depuis les années 50 une masse de témoignages sur l'ensemble du territoire américain. Il a même une antenne en France. Il dispose aujourd'hui d'un maillage considérable, un réseau d'enquêtes réparti dans chaque État. Le MUFON est pris très au sérieux, y compris par le gouvernement. C'est même l'un de leurs rapports qui a suscité l'intérêt du sénateur Harry Reid et motivé la création du fameux programme ATIP. Based on the information in the MUFON database, that information was used to justify to Congress funding for the Advanced Aerospace Threat Identification Program, which is what was revealed in the December 16, 2017 Times front page article about the Pentagon's secret UFO development. It was the MUFON data that was used to justify getting that program in place. 10 years later, when the story broke on the front page of the New York Times, that was really the beginning of disclosure, in my opinion, for this being a real phenomenon and for people paying attention to it. Divulgation. Le mot est lâché. Cette révélation est-elle involontaire ou organisée? En effet, depuis le 16 décembre 2017, des officiels militaires ou politiques font des apparitions régulières dans les médias. Opération de communication, ça c'est indéniable. On peut difficilement imaginer qu'aux États-Unis, des militaires, des anciens du Pentagone, etc., communiquent de façon totalement libre, débridée, sans qu'il y ait eu, je dirais, un certain cadrage. À partir du moment où vous avez une campagne de communication par des professionnels et qui explique effectivement ce genre de choses, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au minimum, c'est une sensibilisation de la population américaine. Au minimum. Hein. Ça peut être aussi la préparation à une nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'un jour, on leur dise « ben oui, ça existe et voilà comment c'est ». On les aura préparés à ça. Imaginez simplement qu'on nous dise ben écoutez, maintenant, on est sûr de nous, on a la preuve que notre monde est également visité par d'autres mondes. Où il y a des passages entre plusieurs mondes qui se font, autant vous dire que ça va quand même créer un vrai problème au niveau... Ça va faire réfléchir beaucoup de monde, parce que ça veut dire qu'on rentre dans autre chose. Et une problématique où il y a effectivement il y a des risques qu'on ne maîtrise absolument plus. A priori, ils sont gentils, mais on n'en sait rien, et de toute manière, on ne maîtrise rien. Alors, donc ça veut dire qu'on est avec quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Or, vous savez que l'être humain, surtout aujourd'hui, déteste se trouver dans des situations où il ne maîtrise pas, il ne contrôle pas la situation. C'est visiblement ce que pensent aussi les experts américains du MUFON. Paul Hynek est très bien placé pour le savoir. Il est le fils du directeur du fameux programme Blue Book qui fut dirigé par Joseph Allen Hynek dans les années 50 et 60. Il baigne dans les rapports depuis son enfance. Il perçoit lui aussi une véritable rupture dans la politique de communication des autorités américaines. The disclosure of the existence of the ATIP program, Advanced Aerial Threat Identification Program, and the recent disclosures about what the Navy has seen and admitted that they've been seeing for an over 9-month period UFOs every day almost, and they can't explain them, and frankly, they need some help. That's rather startling. It's a very candid confession on the part of the government. So it certainly seems, and my friend Richard Dolan is very convincing in a presentation he makes of sort of the timeline of events leading up to what may be a grand disclosure. There certainly seems to be activity by the US government recently that's consistent with that of a government that's acclimating the populace to a potential grand disclosure.
Paul Hynek et les autres membres du MUFON en sont convaincus. En 2018, ils ont même invité l'ancien directeur du programme ATIP, Luis Elizondo, qui est venu confirmer leur intuition. I think disclosure already occurred. I don't think necessarily disclosure is an event. I think it's a process. And I think that process began. This is real. This is what your $22 million worth of tax money was spent on. And there's a lot of it. Mais à quoi ont vraiment servi ces 22 millions ? Comment élucider le mystère de ces phénomènes aérospatiaux non identifiés ? Quelles études précisément ont mené les Américains dans le cadre du programme ATIP ? Ces travaux ont été essentiellement menés par Bigelow Aerospace, une société dirigée par Robert Bigelow, un homme d'affaires aux idées bien arrêtées qui est convaincu de l'existence de la vie extraterrestre. I'm absolutely convinced. That's all there is to it. Do you also believe that UFOs have come to Earth? There has been and is an existing presence, an ET presence. Where exactly? It's just like right under people's noses. Oh my gosh. Wow. Pourquoi le sénateur Reid a-t-il décidé de travailler avec Bigelow Aerospace ? Un choix qui peut paraître surprenant et qui d'ailleurs lui fut reproché par certains. Il se justifie aujourd'hui. I wanted to spend this money. As I indicated, $22 million. But we couldn't direct that money to someone, so we put it out for bid. And everybody had the opportunity that was interested to bid on it. Bigelow bid on it, and the United States military thought his bid was the best. And so that's why he undertook this. And he did it for a number of reasons. First of all, he was been interested in these objects for many, many years. And because of that, he was willing to provide a lot more than any of the other bidders would do. I mean, office space and space for technology. He did a good job of preparing for his bid, and he got the bid, and I'm glad he did. Alors, sur quel domaine la société Bigelow Aerospace a-t-elle travaillé ? Sur ce document récemment déclassifié de la DIA, le département du renseignement militaire américain, on découvre les recherches menées par la firme. Au total, 38 sujets d'études très complexes qui concernent des technologies futuristes et non maîtrisées aujourd'hui. Par exemple, l'antigravitation, la propulsion nucléaire dans le spatial, la recherche des trous de verre permettant de pénétrer des univers parallèles, l'énergie négative ou encore la magnéto-hydrodynamique. Ce n'est pas un hasard si ces recherches de pointe ont été menées par Bigelow Aerospace. En 1995, avant même de fonder sa firme, Robert Bigelow crée le National Institute for Discovery Science dans le but d'élucider de nombreux mystères scientifiques, dont les ovnis. Il y investit des millions de dollars de sa fortune personnelle. C'est simple, pour les spécialistes, Robert Bigelow est un héros national. Robert Bigelow spent more money than any other individual in the world on this private money to fund UFO research. So he's actually a hero within the UFO community, in my opinion. And he's a stellar guy. And he runs the Bigelow Aerospace out in Las Vegas, which builds inflatable habitats for space, right? So I think I'm happy to hear him being successful in his work with NASA and his work with his space program. I thank him for the time we spent together. And I think it's all leading us in the right direction in terms of disclosure. So I'm excited about that. Au fil des années, des personnalités sérieuses et incontestables ont travaillé auprès de Bigelow. Le docteur John B. Alexander, pilier du laboratoire de recherche militaire de Los Alamos, ou encore Edgar Mitchell, le 6e homme à avoir marché sur la Lune. Et après des années d'études, leur verdict laisse sans voix. I happen to be privileged enough to have be in on the fact that we have been visited on this planet. And the UFO phenomenon is real, although it's been covered up by our governments for quite a long time. Whoa! Hang on a minute, but this is big. Whoa! This is all of this is quite a shock to me. Well, I'm sorry you haven't been reading the papers recently. It's starting to open up quite a bit. So you're telling me? Well, there's a lot of information to take on board. Hang on a minute. I mean, listen, I've heard crazy UFO nuts tell me this kind of thing before. I've never had Dr. Ed Mitchell, the sixth man to walk on the moon, a respected scientist in his own right, announce to me that we've been visited by aliens from other planets and that they definitely are out there. There's no debating it. Well, that's the first time you've ever talked to me, or I've told you about it before.
Et pour Edgar Mitchell, comme pour d'autres spécialistes, le nucléaire aurait un lien très étroit avec le phénomène. Les tests nucléaires, il faut le savoir, c'est quelque chose quand même qui est effrayant, parce que 540 bombes nucléaires ou thermonucléaires qui ont été balancées dans l'atmosphère, c'est énorme. Et ça correspond, dans la période entre 1960 et 1961, à une explosion tous les 3 jours, faite par les Américains ou les Soviétiques. This is atomic energy. Dès 1949, il y a déjà des indices selon lesquels il se passait des choses tout à fait surprenantes en termes de localisation de ces phénomènes. Les sites stratégiques nucléaires, en particulier, étaient survolés. Lors de 2 commissions secrètes qui ensuite ont été divulguées au public, Edward Teller, donc, qui était le conseiller scientifique de la Maison-Blanche, participait, et il était père de la bombe atomique. Il expliquait qu'il y avait des survols des sites nucléaires, en particulier Oak Ridge, où on fabriquait le plutonium, les bases de lancement, White Sands, Sandia, Roswell, où il y avait les bombardiers atomiques qui partaient, enfin bref, tout un ensemble d'éléments qui montraient qu'il y avait des survols. For example, I learned that a number of our missile bases in the Midwest, Dakotas up that way, that they had been shut down. They would come out at night, almost always at nighttime, and they would look up and see these objects in the air, and it shut off all the communications in the missile site. It didn't happen once, it happens quite a few times. L'un des cas les plus troublants se déroule en 1967 au-dessus de la base de Malmstrom dans le Montana. Nous avons retrouvé l'un des derniers témoins de ces événements. Comme les autres témoins, il a gardé le silence pendant 30 ans avant que l'affaire ne s'ébruite finalement. Le lieutenant Robert Salas était en charge du lancement des missiles nucléaires Polaris. It was an underground facility, about 60 feet underground. My commander's name was Fred Mywald. We were taking turns staying on alert status, and sometime in the evening, I get a phone call from my topside guard. We had 6 guards upstairs, and he said that he'd been seeing strange lights in the sky, flying very fast, stopping in midair and reversing course. He couldn't hear any engine noise, strictly lights in the sky, but they were very strange lights. He didn't think they were airplanes. He was screaming into the phone, babbling, telling me that there was some orange, reddish light hovering above the front gate. And he had all the guards out there with their weapons, and asked me what he should do. And of course, I was shocked by this report. He was obviously frightened. I told him, as I recall, just make sure nothing comes in the fenced area, use whatever force necessary. And then he hung up. He said I had to go because one of his guards was injured. I went to wake up my commander, and as I was telling him about the phone calls, our missiles shut down. We had 10 missiles under our control, and all 10 of them went what we call no-go. They couldn't be launched, they couldn't be used. So that's basically the story. Of course, we reported it to command post. Certains vont même beaucoup plus loin et n'hésitent pas à parler officiellement d'extraterrestres en mission commandée. Paul Hellyer a été pendant 3 ans le ministre de la Défense du Canada. During the Cold War, 1961, there were about 50 UFOs in formation flying south from Russia to across Europe. And the Supreme Allied Commander was very concerned and about ready to press the panic button when they turned around and went back over the North Pole. So they decided to do an investigation, and they investigated for 3 years, and they decided that with absolute certainty that 4 different species, at least,
had been visiting this planet for thousands of years. So that's, we have a long history of UFOs, and of course, there's been a lot more activity in the last few decades since we invented the atomic bomb, and they're very concerned about that and the fact that we might use it again. And because the whole cosmos is a unity, and it affects not just us, but other people in the cosmos, they're very much afraid that we might be stupid enough to start using atomic weapons again, and this would be very bad for us and for them as well. Lui, il dit clairement, les extraterrestres existent, ils sont là, ils sont venus nous empêcher, etc. Moi, j'en suis pas là. Je dis simplement qu'il y a des phénomènes, des objets qui sont contrôlés et qui nous mettent en face d'un certain nombre de choses. Est-ce que c'est un signal? Je dirais simplement sur le plan scientifique, pour que les choses soient très claires. Nous, on est capable aujourd'hui, avec des satellites, de détecter des explosions de supernovas qui se trouvent à des dizaines d'années-lumière. Pourquoi une civilisation qui serait plus en avance que nous n'aurait pas la capacité de détecter des explosions nucléaires qui se produisent sur Terre? Parce que l'explosion nucléaire, elle est dans le spectre électromagnétique, elle comporte tous les éléments du spectre électromagnétique. Ça va dans tout le domaine du spectre des micro-ondes, en passant par les ultraviolets et les infrarouges. Donc, par conséquent, ce signal, qui est un signal artificiel, il peut être détecté de très loin. Et est-ce que ce serait en relation, effectivement, avec le fait qu'il y a eu énormément d'observations qui ont été faites au-dessus des sites nucléaires? La question demeure. En France, Michael Vaillant, expert data consultant auprès du GEPAN depuis plus de 12 ans, fait clairement le lien entre apparition d'OVNI et survol d'installations civiles et militaires en France dans une étude qu'il a publiée sous l'égide de l'Université de Toulouse. On a travaillé avec le laboratoire de mathématiques de Toulouse. On a fait une étude mathématique en 2015 qui a permis de montrer qu'il y avait une significativité statistique importante entre la répartition des phénomènes inexpliqués et les centrales nucléaires, mais aussi avec les sites pollués. Alors on peut s'interroger effectivement sur la nature de l'intelligence qui est responsable de ces observations, et on peut s'interroger dans ce cas-là aussi, pourquoi il y aurait des intelligences extraterrestres qui viendraient observer comme ça des sites nucléaires ou des sites pollués. C'est assez, a priori, ce serait assez étrange et savoureux. Que ce soit pour surveiller les humains qui jouent avec le feu nucléaire ou pour toute autre raison, ils sont désormais de plus en plus nombreux, politiques, ingénieurs, chercheurs, à oser parler clairement d'une intelligence non humaine. I can't speak on behalf of the government. Obviously, I'm not in the U.S. government anymore. My personal belief is that there is very compelling evidence that we may not be alone, whatever that means. The reason we had so much secrecy is people acknowledged that they couldn't understand what it was all about. And rather than make people afraid, they just ignored it, hoping it would go away. But it hasn't gone away. And now they're being forced to do something about it because there are so many occurrences now, because people who are flying airplanes are no longer afraid of telling people what they saw. Ceux qui le prennent le plus au sérieux aujourd'hui, ce sont les scientifiques, parce qu'ils disent qu'il y a quelque chose. D'où viennent-ils, hein, et comment fonctionnent-ils? C'est ça qui est intéressant. C'est pas imaginable autrement que par des technologies qui sont bien plus en avance que la nôtre. Donc on n'est pas en capacité de le faire, ça veut dire que ça vient d'ailleurs. Et si ça vient d'ailleurs, ben, ça vient de l'espace, obligatoirement. Une intelligence qui viendrait de l'espace. Ce qui faisait sourire la communauté scientifique pendant de longues années devient aujourd'hui un vrai sujet. Et pour cause, en 25 ans seulement, les astronomes ont découvert l'existence de 4000 exoplanètes. Des planètes pour certaines semblables à la Terre qui pourraient clairement abriter des formes de vie intelligentes. Et pourquoi pas une civilisation plus avancée que la nôtre. Avi Loeb est le directeur du département d'astrophysique de la prestigieuse université d'Harvard.
Il est aussi le patron de 2 instituts sur les mathématiques et les trous noirs qui rassemblent de nombreux physiciens, astronomes et mathématiciens. Autant dire que c'est l'un des chercheurs les plus sérieux et respectés au monde dans son domaine. Or, avec ses équipes, il a étudié l'un des phénomènes les plus surprenants jamais observés dans l'espace proche, l'arrivée d'un objet interstellaire non identifié au comportement unique et sidérant. Son nom, Oumuamua, qui signifie en hawaïen « le messager ». Oumuamua was discovered on October 19th, 2017. It was the very first object that we identified near the Earth that originated from outside the solar system. And it was clear that it's unbound to the sun because it moved too fast near the Earth. At first, astronomers thought that it's a rock, an asteroid, or perhaps a comet. So it was monitored only for 1 week, and then it was realized that it has some strange properties. For one thing, as it spun around every 8 hours, it changed its brightness by a factor of 10. And that implies that its area on the sky changes by a factor of 10 because all we see is reflected sunlight. And what it implies is that it's at least 10 times longer than it is wide, much more extreme in shape than any other object that we have seen from within the solar system before. And then astronomers looked at it a little more the following month, but didn't much pay attention to it, and by January it was too faint for us to look at. But the data that was taken earlier was analyzed, and then it was realized that in fact Oumuamua deviated from an orbit that is shaped just by the sun's gravity. And there was an extra force pushing it away from the sun. This could have been the result of outgassing the way we see in comets, where water ice on the surface of the comet evaporates due to the illumination by sunlight, but in the case of Oumuamua, we didn't see any evidence for a cometary tail. There was no gas that was traced around it, and there were very tight limits derived by the Spitzer Space Telescope on carbon-based molecules in the vicinity of this object. And so it was very puzzling. What gives it this extra push? And so in a paper that we wrote, we suggested that perhaps the push is given by sunlight. And in order for sunlight, as it reflects off the object, to give it enough push, the object needs to be very thin, less than 1 millimeter in thickness, similar to a sail that is being pushed by wind on a sailboat. And in fact, our civilization is currently developing the technology of light sails, where you push on a lightweight sail with light. And as a result, as the light bounces off the sail, it gives it a push that can propel it to very high speeds, up to the speed of light potentially. And so it's possible, we said, that this is some device that was sent that was made artificially, that was sent by an alien civilization. And we just mentioned that as a possibility, simply because the alternative of a comet seemed to be inconsistent with the data. Si la voile solaire d'Avilob reste une hypothèse très exotique mais probable, les technologies qui pourraient expliquer les performances inouïes de ces objets inspirent les scientifiques, les militaires et les firmes privées. Alors, y a-t-il derrière ces programmes de recherche une véritable course pour les technologies de demain ? Alors, la technologie qui est utilisée par ces engins, apparemment en tout cas, est une technologie que nous ne maîtrisons pas. Parce qu'il est évident que si on trouvait la solution qui permet à un engin non identifié de se balader de vitesse zéro à vitesse extraordinaire et à évoluer n'importe comment, il est évident que ça intéresserait tout le monde. Parce que ça changerait le rapport à l'aviation de chasse, entre autres. Après tout, si on trouve quelque chose, ça peut aider la défense française. Donc on est toujours dans la même logique de dire, si on trouve quelque chose, ça peut nous aider à comprendre le phénomène et pourquoi pas à en tirer parti. Alors la firme Bigelow et le fameux programme américain à 22 millions de dollars avaient-ils pour but d'élucider ces phénomènes et technologies inconnues pour en tirer parti ?
le sénateur à l'origine du programme semble l'affirmer. Do I believe that technologically the program we spent money on has been helpful? The answer is yes. Do we have any answers? Yes, we have answers, but not too many. I'm interested in science. I believe we have to know what causes these. Where do they come from? And I think we also have to do it to be competitive. Other countries, including France, have done work trying to figure this out. And I'm confident China has. I'm confident that Russia, which is run by former head of the KGB, I'm sure they're doing work on it. That's why I think that we need to do work on it, we as United States. Dans cette compétition, les Américains semblent donc bien partis. Si l'on reprend la liste des sujets d'études de la firme Bigelow, on constate de nombreux programmes sur des thématiques non maîtrisées aujourd'hui, mais dont les applications seraient révolutionnaires. Parmi les sujets les plus sensibles, l'antigravité, ou la capacité de s'affranchir des lois de la physique et notamment de la pesanteur. Faire voler un objet sans résistance physique ou sans être attiré au sol. Ces technologies futuristes nécessitent la conception de nouveaux matériaux. On les appelle métamatériaux. Récemment, une firme privée a signé un contrat de recherche et développement avec l'armée américaine sur ces technologies. En juin 2018, le docteur Al Puthoff, cofondateur de cette société et ancien participant du programme ATIP, fait à ce sujet des déclarations surprenantes. It was a multi-layered bismuth and magnesium sample. Bismuth layers less than a human hair. Magnesium samples about 10 times the size of a human hair. Supposedly picked up in the crash retrieval of an advanced aerospace vehicle. Looks like it's been in a crash. À Las Vegas, au mois de juin 2018, le physicien Al Puthoff a laissé entendre que cet étrange objet de métamatériaux venait d'un crash d'OVNI. Mais il n'en est pas sûr. Puthoff et son collègue, le docteur Eric Davis, sont sur le point d'identifier un ensemble de petites pièces qui semblent au-delà de tout ce que l'humanité peut fabriquer. Cet échantillon a été créé par des couches plus fines que des microns, via un processus inconnu sur Terre et dans un but que nous pouvons seulement supposer. Nowhere could we find any evidence that anybody ever made one of these. When we talked to people who, in the materials field who should know, they said, we don't know why anybody would want to make anything like this. Il n'est donc plus seulement question de comprendre l'origine des ovnis, mais bien d'en tirer parti. Ces métamatériaux présenteraient ainsi des propriétés exceptionnelles qui pourraient s'avérer très utiles et très rentables. They definitely have metamaterials. You know, I've seen the photographs of it. I've talked to them about that. They're trying to figure out how they operate. It appears that if you put a frequency into these materials, they actually can levitate. I mean, that's what I'm being told. I haven't seen it. I don't know the details behind it, but they're trying to understand exactly how these are created. It's a bismuth kind of a material, and it's stratified. So it's new stuff to us, and we're trying to figure out how it works. Ces savoir-faire pourraient aussi nous permettre de résoudre l'équation écologique et lutter contre le réchauffement climatique. Energy and propulsion systems are two things right away, because there seems to be this sort of tantalizing promise of limitless, free, environmentally impact-free energy that we could tap into, whether it's anti-gravity or something beyond even photonic propulsion, teleportation, or something of that nature, such that we could sort of master the physical universe in ways that we can't even dream so far, which would move us well past fossil fuels and solar energy and nuclear power to limitless, abundant energy for all that can do things so far beyond what we're able to do now. Maîtriser de nouvelles technologies, apporter des solutions écologiques radicales, de véritables défis pour tous les gouvernements, mais aussi un enjeu pour l'humanité. The fundamental question is, are we alone? And the second question, if we find that we are not alone, are we the smartest kids on the block? There might be civilizations that are far more advanced than we are, and they have technologies that we could potentially develop, but over a very long time. And when we establish contact or see evidence for those civilizations, the evidence will shock us. It would just be like a caveman looking at a cell phone and trying to interpret it as a piece of rock. A very advanced technological civilization is a good approximation to God. It can do things that we cannot imagine.
And so we could learn a lot from such an encounter. We can also develop a sense of modesty, because right now we think that we are the smartest. And in fact, along human history, we thought that we are at the center of the physical universe, that the sun revolves around the earth. And eventually we realized that we are not at the center of the physical universe. The earth moves around the sun, and the sun moves around the center of the Milky Way galaxy. And the Milky Way galaxy is moving in some random direction in a universe that is full of such galaxies. So we have no special position in the universe. Nevertheless, many scientists still prefer to believe that we are at the center of the biological universe, the living universe, that life is unique to Earth. And in particular, intelligent life is unique to Earth. And I think one way by which we can become modest is by collecting evidence about what is going on out there. Si cette réalité existe, pourrons-nous l'appréhender concrètement? Entrer en contact avec une éventuelle intelligence venue d'ailleurs? Michael Vaillant a travaillé sur les différentes vagues d'observation des ovnis dans le passé. Ces vagues d'observation n'ont pas été très nombreuses dans l'histoire récente de l'homme. Elles ont commencé après la guerre. Elles ont eu lieu sur de grandes régions du globe, à l'échelle des États-Unis par exemple, ou de l'Europe. Pendant quelques jours, semaines, des centaines d'observateurs ont pu rapporter des observations de phénomènes inexpliqués, alors que d'ordinaire, on va avoir, par exemple à l'échelle de la France, un phénomène tous les 2 jours. Alors c'est déjà beaucoup, mais dans ces cas-là, c'est sans commune mesure. Jacques Vallée et d'autres scientifiques ont proposé ce qu'ils appellent une théorie du contrôle, c'est-à-dire que ce serait peut-être des intelligences extérieures qui seraient à l'origine de ces phénomènes, qui contrôleraient l'organisation de ces vagues. Et il y avait derrière cette idée de théorie du contrôle, l'idée d'une théorie de l'apprentissage. Peut-être que le phénomène apprend à l'homme sa présence. C'était un peu l'idée. Il y a des méthodes qu'on appelle méthodes d'apprentissage espacées dans le temps, qui vous permettent de réaliser un apprentissage, effectivement, à l'échelle d'un individu, pas d'une société, et qui vont vous permettre d'économiser l'énergie et le temps que vous allez passer pour apprendre une notion. C'est-à-dire, je suis très feignant, je veux apprendre une liste de mots, eh ben, je veux économiser mon énergie. Plutôt que de répéter bêtement cette liste de mots de façon séquentielle tous les jours, je vais petit à petit espacer le temps entre mes apprentissages. Et ça suit, à ce moment-là, une loi de puissance, qui est une loi qu'on mesure à l'échelle de l'homme, qui en général est une loi en puissance de 2. C'est-à-dire le temps qui va augmenter de façon à doubler à chaque fois qu'on va vouloir refaire un apprentissage. 1, 2, 4, 8, 16, 32, etc. Et on observe ce schéma, dans certaines de ces vagues d'observation, c'est-à-dire que certaines de ces vagues d'observation sont très précisément reliées par une loi en puissance de 2,04, même précisément. Et cette précision est si importante qu'on peut se poser la question de est-ce que on peut donner une date sur la prochaine des vagues. Voilà. Et la prochaine, en l'occurrence, puisqu'on attend, il ne se passe plus grand-chose aujourd'hui, nous mènerait en octobre 2035. Ce n'est pas tout de suite, mais ce n'est pas non plus dans très longtemps. On est là sur un domaine très compliqué, qui est rejeté bien sûr, par les gens, les apôtres du progrès, je dirais, mathématique et cartésien. Mais est-ce qu'on n'aura pas des surprises dans le futur? Ça, c'est autre chose. Si les autorités américaines ont encore des choses à révéler, qu'elles le fassent, parce que je pense que les gens sont peut-être prêts à recevoir cette information. I believe without any question that research scientifically on these unidentified flying objects is really good for humanity. Not only for the United States, but the world. I think if I had my druthers, what I would do is other countries who are doing work on this, let's meet together. Let's share information. Let the United States share with France. Let the United States share with China.
Russia. We should, because it's an issue we don't understand, we should work together and make it more public and share it. It's important not only to our country, but all civilization. In the next year, we are going to have a fundamentally different conversation than we're having today. I think there's going to be additional fidelity to a lot of the things that have come out recently that are going to help us have a better understanding of what it is we're actually seeing here. Il faut dire que ça apporterait des bouleversements au niveau de nos sociétés très importants. Ça remettrait en cause un certain nombre de choses sur le plan philosophique, sur le plan religieux, sur le plan même de la science. Peut-être qu'en 2035, les connaissances de l'homme sur le sujet étant stabilisées, on pourrait peut-être avoir un contact. Un contact, sachant qu'une idée qui a été avancée, derrière ces vagues aussi, et derrière cet apprentissage, ce serait d'éviter ce qu'on appelle un ethnocide culturel, c'est-à-dire d'éviter que l'homme soit totalement pris au dépourvu et choqué par la découverte d'intelligence ou de phénomènes de nature extraterrestre. Je pense qu'à l'échelle de 10 ans, on aura, même très certainement avant, découvert la vie dans le système solaire. Pas intelligente, mais au moins la vie. Et ça permet, ne serait-ce que ça, de poser les briques, en tout cas les fondations d'un édifice intellectuel qui permet de s'interroger plus loin. En tout cas pour le scientifique, qui permet d'oser penser qu'il y a peut-être, au-delà de la vie, une vie intelligente. Et donc ça fait progresser aussi les mentalités. Ces sujets vont devenir de plus en plus mainstream, c'est ça que ça veut dire. There are more Earth-like planets that are habitable in the observable volume of the universe than there are grains of sand on all beaches on Earth. To me, it sounds very reasonable to search for other civilizations, not necessarily here on Earth, not necessarily in the solar system, but well beyond that, and make it a central theme of future research, because the consequences of finding evidence for life out there would be tremendous. It would change our conception about our place in the universe. It could teach us about advanced technologies that we have never dreamt of developing, and it can also provide us with an important lesson about how to behave as a civilization. It will make us feel as one team that is learning something together from another team that went through a similar process in the past.